Alors, l'idée là, donc, ça va durer une demi-heure. L'idée du talk, ça va être de vous faire un retour sur la première année de Trilly. Donc, comment on est passé d'un side project, c'est-à-dire d'un projet qu'on faisait le soir et le week-end avec un ami, à vraiment une startup, c'est-à-dire un projet avec un projet entrepreneurial où on est à 100% du temps et on se rémunère à quelque chose. Euh, donc, mon expérience sur les side projects, donc là, j'ai fait ça, ça m'intéresse quand j'ai fait ça. Donc, en gros, c'est 10 ans de side project que j'ai fait et je me suis rendu compte que j'ai fait une petite boulimie de side project, que j'en ai fait quand même pas mal dans ces 10 dernières années. Alors, ça va de projet, donc oui, ça c'était un projet un peu ambitieux, qui a assez bien marché, une pièce d'histoire, où je pense qu'on a atteint les 700 000 téléchargements, ça a eu été élu à peu près sur l'année en 2011, donc c'est un beau projet. Et après, des plus petits projets, ça c'est un peu... Cédric, Cédric, je suis désolé, je pense que tu touches à ton micro ou je sais pas, mais on n'entend pas très bien des fois. Ah, Là, c'est alors non. bon, mais bon, du coup, ça va Ok, rire un bah peu. redis-moi si c'est ça et je mettrai un micro. Là, c'est mieux. Ok, peut-être que si je m'éloigne trop, alors je vais pas trop m'éloigner, alors je vais mettre un micro. Ok, tu fais bien de me dire. Pas de souci. Puis tu n'as qu'à reprendre comme ça, il n'y aura pas de problème. Hop là. Est-ce que vous m'entendez là? Nickel. Ok, cool. Donc, ce que j'étais en train de dire, donc effectivement des projets plus ou moins ambitieux. Donc ça, c'était un gros projet, effectivement, 700 000 téléchargements, application l'année. Après, c'est des plus petits projets. Par exemple, celui-là, c'était avec un ami. Je lui ai dit, écoute, j'ai 2 fois 4 heures. On fait une application simple et on la sort après, c'est 2 fois 4 heures. C'est une application de restaurant de Nem. Ça, c'était un hackathon où le but, c'était de sortir une application pendant le week-end. Donc ça, c'est plutôt voilà, des projets. L'idée, c'était de kiffer, soit kiffer techniquement, soit faire une petite appli sympa rapidement. Et après, ici, en 2014, en fait, j'ai eu une grosse révélation en lisant The Lean Startup. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui l'ont lu. J'imagine que oui, vous pouvez peut-être me dire dans le chat. C'est un bouquin qui est assez connu, ouais, donc je vois Quentin qui me dit qu'il a lu. C'est un bouquin qui est vraiment excellent. L'idée, en fait, du livre, c'est de dire ce qu'on applique aujourd'hui dans le développement agile, c'est-à-dire de faire des itérations rapides, tester en permanence pour faire des améliorations incrémentales. En fait, lui, il va l'appliquer en cours de chapitre 8. Lui, il va l'appliquer à l'ensemble d'une entreprise, c'est-à-dire qu'on va appliquer ces méthodes agiles au business model, au marketing, à la stratégie, tout. Donc, en permanence, on fait des hypothèses, on les valide rapidement et comme ça, on peut itérer. En fait, de lire ça, ça m'a donné une fringale de vraiment de vouloir lancer des trucs vraiment plus entrepreneuriaux. Donc là, l'année qui suit, je me suis associé avec 3 personnes pour sortir 3 projets différents. Après, j'ai voulu sortir un bouquin, j'ai voulu sortir des formations. Enfin, j'étais vraiment dans un mode, j'y allais à fond et enfin, même à l'excès, parce que vous voyez ici, cette application, typiquement, il n'y a même pas d'icône parce qu'en fait, c'était une application pour pouvoir aider les gens à sortir en boîte, sachant que moi, je ne sors pas en boîte. Donc, autant vous dire que ce projet, en fait, ça a été un échec sur toute la ligne et le projet est mort dans l'œuf. Et jusqu'à arriver donc en 2021, où là, j'ai donc un ami d'enfance, Karim, qui vit en Australie, qui est venu me voir et qui m'a dit, ben, Cédric, j'ai une idée de projet. L'idée serait de faire marcher les gens, les faire sortir de la sédentarité. Ce qu'on pourrait faire, c'est plus ils marchent, plus on monte d'arbres. Donc on utilise, plus on plante d'arbres. L'idée, c'est d'utiliser les arbres comme un moyen de motiver les gens. Donc moi, le projet, j'ai accroché tout de suite, puisque bah, pour le coup, ça faisait un an que je sortais pas de chez moi avec les différents confinements. Et puis, je marche bien à ça. Enfin, moi, je suis un gros joueur de Pokémon Go, ce genre de truc, ça me plaît bien. Donc voilà, tout ça pour dire que bon, des projets, des side projects, j'en ai fait beaucoup. J'ai pas la recette miracle, puisque comme vous voyez, il y en a beaucoup qui ont été des échecs lamentaux. Il y en a quelques-uns qui ont marché, c'est cool. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous donner les conseils peut-être que j'aurais aimé qu'on me donne avant pour essayer de faire qu'un side project puisse grossir et aller plus loin. Euh, donc déjà, le point qu'il faut comprendre sur un side project, et ce que je vais dire, ça s'applique aussi à des projets, typiquement dans une entreprise, vous commencez un projet qui vous plaît vous, mais vous sentez qu'il n'y a pas forcément d'accroche à la direction, ou alors même si vous montez une startup, hein, je pense que les conseils s'appliquent à d'autres types de projets. Mais en tout cas, sur un side project, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est plus que l'argent et le temps, c'est vraiment l'envie qui va être décisive sur un side project. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vous qui le portez. Si à un moment vous arrêtez, le projet s'arrête du jour au lendemain. Et le temps, on peut le trouver. Si on est motivé, on va bosser le soir, le week-end. L'argent, si on est motivé, on peut peut-être trouver des subventions, des investisseurs, des choses comme ça. Par contre, l'envie, si elle n'est pas là, le projet, il est mort instantanément. Donc, tous les conseils que je vais vous donner là, je vais vous donner 5 conseils. C'est des conseils pour garder l'envie tout le long d'un side project et qui ne s'arrête pas au milieu.
Donc, je me suis amusé à faire une petite courbe de mon niveau de motivation pendant l'année sur Trilly. Comme vous voyez, il y a eu des hauts et des bas. Alors ça, c'est la vie d'entrepreneur, hein. Il y a des hauts et des bas, faut vivre avec. Donc typiquement, ici, on a un petit bas, puis là, on a un gros. C'est la première bêta test qu'on a fait. On a réussi à avoir plus de 100 utilisateurs et qu'on marchait vraiment au-delà de ce qu'on espérait. Où j'ai un ami qui m'a appelé en me disant, mais en fait, il faut que tu arrêtes ton truc. Il y a ma copine qui marche dans le salon depuis 1 heure parce qu'elle veut planter l'arbre et j'en peux plus, quoi. Donc, on a eu des retours comme ça en continu. Ma voisine qui faisait des tours de quartier, qui rentrait plus chez elle. Ma nounou qui s'excusait le soir en me disant, ah, mais désolé, j'ai pas planté mon arbre aujourd'hui. Enfin, on a eu plein de belles histoires. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment motivés. Et on est passé de, bah voilà, on a l'idée, on est à fond, puis le temps passe. Moi, j'avais beaucoup de boulot à ce moment-là. J'étais un peu pris entre deux eaux. J'ai une fille qui est très jeune, donc peu de temps. Mais ça, avoir ces retours-là, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Et donc, c'est vraiment une leçon. Il faut absolument éviter le mode sous-marin d'un side project. Je pense que c'est vrai sur tout type de projet, mais sur un side project encore plus. Mode sous-marin, c'est quoi? C'est je veux sortir quelque chose de nickel. Donc, je passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois à avoir un truc qui soit peaufiné et quand il sort, il est parfait. Le problème de ça, c'est que ce qui va vous arriver un jour, vous allez avoir un problème de santé, vous allez avoir une surcharge de travail, vous allez avoir un problème familial, il y a quelque chose, un voyage, quelque chose qui va se passer, vous n'aurez plus le temps, vous allez passer à autre chose. Et le problème, c'est que si votre envie, elle n'est pas à un niveau suffisant, vous n'allez jamais revenir sur le projet. Donc, ce qui se passe, bah, c'est qu'après, le projet, il est arrêté. Il meurt dans l'œuf. Donc, ça va être mon premier conseil, c'est être en contact constant avec l'extérieur. Toujours prendre du feedback bah, pour vous ressourcer. Euh, une phrase que j'aime bien là, du cofondateur de LinkedIn, c'est de dire si vous n'avez pas honte de vos produits, de votre produit, c'est que vous l'avez sorti trop tard. Parce qu'en fait, elle est très vraie, cette phrase. En fait, le problème de cette phrase, c'est que ça demande un peu d'humilité. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir quelque chose. On sait que c'est pas parfait, on sait qu'on aurait pu mieux faire, mais il faut quand même le sortir parce qu'on va retirer quelque chose. Euh, et donc, il y a quand même deux choses d'expérience que j'ai remarqué sur tous mes projets. Déjà, si on est un peu humble, les gens ne sont pas méchants en général. Si vous sortez un truc qui n'est pas fini, qui est buggé, qui a des trucs qui ne vont pas, mais que vous ne vous prenez pas pour le nouveau Facebook, les gens vont être gentils. D'ailleurs, en général, les gens sont même trop gentils et vous vous dire que votre projet est super alors qu'en fait, ils ne l'ont pas utilisé et que ça ne leur a rien apporté. Donc, c'est plus l'inverse. Les gens sont plutôt trop gentils que trop méchants. Et le deuxième point, en fait, vous allez vous rendre compte, en plus de cet apport d'énergie, c'est que souvent, les retours qu'on va vous faire ne sont pas du tout sur les points auxquels vous attendiez. Vous pensez, je ne sais pas, par exemple, c'est l'ergonomie de tel écran qui ne marche pas. En fait, les gens, ça marche très bien. Par contre, il manque une fonctionnalité auquel vous n'aviez pas du tout pensé. Donc, être en contact constant avec l'extérieur, ça a plein d'atouts et il faut absolument le faire. Donc, effectivement, ça demande de l'humilité, puis ça demande voilà, de la méthode. Donc, il y a moi une technique que j'aime bien, que j'utilise beaucoup dans le jeu vidéo, qui s'appelle Follow the Fun. Et en gros, l'idée, c'est on va faire un premier prototype qui a du sens, bon, on pourrait l'appeler MVP. Et à partir de là, on va l'utiliser concrètement, vraiment, on va le faire utiliser à des gens, on va observer, on va voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est fun, qu'est-ce qui donne envie. Et à partir de là, on va suivre en fait ce que nous dit l'application. Donc c'est beaucoup utilisé dans le jeu vidéo parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre en fait pour savoir si ça marche un jeu vidéo. Donc là, c'est l'exemple de Helps Out en fait. Donc le designer au début, ce qu'il voulait faire, c'était un jeu d'infiltration. Donc, on devait s'infiltrer dans un bâtiment, et on pouvait attraper les gardes pour les endormir si on était repéré un moment. Et en fait, ce qu'il a rajouté à un moment, c'est que ce côté attraper les gardes était assez fun. Donc, il est un peu poussé. Il a dit, ben, OK, le garde va pouvoir servir de bouclier humain pour que si on me tire dessus, en fait, c'est le garde qui se fait tuer. Et puis après, il s'est dit, ah, mais c'est cool, les gerbes de sang, c'est marrant. Mais en fait, ce que je vais faire, je vais pouvoir envoyer le garde contre un autre et ils vont exploser les deux. Et en fait, il a poussé vachement ce côté-là. C'était plus du tout un jeu d'infiltration. Et à la fin, il a complètement changé son fusil d'épaule. Et il a fait un jeu. En fait, c'est un énorme gorille qui s'évade d'une prison et qui va exploser tout le monde en passant. Ce qui n'est pas du tout le projet qu'il avait au début. Quand on voit son jeu aujourd'hui, et le jeu, il a du sens, il est fun, il est sympa. Mais l'idée, il l'aurait jamais eu si c'était posé avec un bout de papier ou une maquette ou un crayon. Donc ça, c'est un truc que je trouve très intéressant. Et au final, même enfin, sur des projets d'application, c'est souvent pertinent, typiquement une touche d'histoire. Quand je l'ai sorti, je voulais savoir est-ce que les gens allaient, est-ce que mon interface allait les aider à comprendre ce qu'ils étaient en train de lire. Et ça, c'est très difficile à faire avec une maquette ou avec même un bout de papier. On est un peu obligé de mettre l'application dans la main de la personne, lui mettre un vrai article et à la fin lui dire, bon, ben, est-ce que tu sais maintenant qui est Alexandre Legrand? D'ailleurs, moi, j'ai fait des tests, souvent on se prend des claques parce que les gens me disent, ah ouais, super ton appli, puis je me demande c'est qui Alexandre Legrand. Je ne sais pas qui c'est, non, mais j'étais déconcentré, j'ai pas pu lire machin. Enfin, donc cette technique, elle est vraiment bien. Et nous, sur Trilly, ce qui s'est passé, au début, on avait prévu de faire donc plus les gens marchent, plus on plante. C'était tous les 10 000 pas, ils avaient un arbre. Et en fait, au début,
on n'avait pas beaucoup d'argent, et ça coûte de l'argent de planter des arbres. Donc on s'est dit, bon, ben, pour ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test sur 10 jours. Comme ça, on sait que ça ne nous coûte pas trop cher. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que faire un défi sur 10 jours, c'est super bien, parce qu'en fait, les gens, comme ils ont un temps donné pour pouvoir marcher, ben, ils vont marcher vachement plus. Ils vont être motivés par cet aspect. Il y a un début, il y a une fin. L'autre truc qu'on a fait aussi, pareil, pour un peu, au début, c'était un peu pour essayer de faire des économies, c'était de mettre une borne maximum, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas planter plus que 10 arbres. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous mettez une limite aux gens? Ben, ils veulent la dépasser. Et du coup, en fait, tout le monde voulait atteindre les 10 arbres, et donc on est arrivé dès les premiers protos, les gens qui marchaient 50% de plus que d'habitude, avec une application, mais toute bête, toute simple, juste parce qu'en fait, comme on avait ces contraintes et on voulait sortir quelque chose tout de suite, je crois que la première version de Trilly qu'on a fait essayer des gens, j'avais bossé dessus 5 jours. Autant vous dire que j'étais vraiment pas fier de cette version, tout que j'ai partagé avec des développeurs iOS. Alors voilà, on sait que c'est une population, pour moi, enfin, voilà, c'est mes collègues, c'est mes pairs, mais pour le coup, ils ont été super sympas. Je pense qu'il y en a qui sont là aujourd'hui. Et en fait, ça a fonctionné au-delà de mes espérances. Et les retours que j'ai eus, c'était pas sur les points que je pensais. Et un autre point qui nous est arrivé là très récemment, je parle de l'aspect compétition, parce qu'en fait, cette technique, ce qui est bien avec cette technique aussi, c'est qu'on va garder le minimum qui est nécessaire. Et des fois, on va se rendre compte qu'on pensait faire des trucs super compliqués pour réussir à motiver les gens, alors qu'en fait, des fois, il ne faut pas grand-chose. Et typiquement, en janvier, donc ce qu'on a fait, on voulait que des entreprises testent notre produit gratuitement. Donc on leur a dit, ben, vous inscrivez-vous à ce défi, vous avez le droit d'inscrire 10 salariés, pas plus. Et voilà, l'idée, c'était un peu un essai gratuit, quoi. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les boîtes, elles étaient à fond parce qu'elles étaient en compétition contre d'autres boîtes. Donc, Blablacar qui veut être devant Lydia, qui veut être devant Ubisoft, tout ça. Et en fait, ça a super bien marché. Et un concept qui est tout simple de faire des équipes, une équipe par entreprise, et ben, ça suffit en fait. Il y a pas besoin de faire plus, de mettre des trucs de gamification avec des badges, avec des machins qui nous auraient pris un temps fou. Juste ça, je peux vous dire que les gens ils rentrent en mode. Il y a la Greg là, qui est dans la conférence. Voilà, les gens sont en mode compétition totale et c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, moi, j'aime beaucoup cette technique. Après, euh, ceux qui ont lu une startup sont peut-être en train de dire que je suis en train de dire une hérésie là. Euh, on n'est pas obligé de tout faire, à chaque fois faire une application pour tout faire, hein. Typiquement, nous, pour tester l'attraction Trilly, savoir si est-ce que les gens enfin, vont être attirés par l'idée du produit, on a fait un site web, donc c'est le classique que beaucoup de gens utilisent. L'idée, c'est de vous faire un site. Avant même d'avoir le produit, vous vendez le produit. Pour voir est-ce que les gens vont cliquer sur le bouton j'achète. Globalement, c'est ça l'idée. Donc on a fait ça dès le début, avant que je commence à développer l'application, enfin en parallèle, on va dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas marché du tout. Donc nous, l'idée, c'était qu'on voulait récupérer 100 bêta-testeurs en Australie sur iOS. Et avec Karim, on était tellement motivés par notre truc, on était convaincus que les gens allaient adorer. On pensait en 3 jours, on allait remplir le truc. On disait, ah, mais attends, qu'est-ce qui se passe si on a trop de monde? Comment on s'en sort? Alors, c'est pas le problème qu'on a eu. En fait, on n'a pas réussi à remplir du tout. On avait 30 personnes, on n'arrivait pas à avoir plus. Ce qui se serait passé sur d'autres projets, je vais en venir à mon conseil 2. Ce qui se serait passé sur d'autres projets, c'est que j'aurais abandonné là. Typiquement, le projet pour sortir en boîte, à première difficulté, j'ai arrêté. Je me suis dit, ah, ok, bon, bah, l'idée n'est pas bonne, c'est bon, c'est pas bon, je peux récupérer mes week-ends et mes soirées, je passe à autre chose. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on y croyait vraiment. Donc, du coup, avec Karim, on s'est pas dit, ok, ça marche pas, on s'est dit, non, c'est sûr que cette idée marche. Par contre, on a dû merder quelque part. Il faut qu'on trouve comment la faire marcher. Donc en fait, là, pour le coup, c'était pas très compliqué. On est allé sur le marché français. On a quand même beaucoup plus de réseaux, typiquement bah, sur le réseau Swift Baguette. Et là, on a trouvé nos 100 utilisateurs en 10 jours, en fait. Et même, on en a eu plus. On est monté jusqu'à 300 bêta-testeurs sur TestFlight, ce qui est quand même pas mal. Après, on est passé sur Android. Donc là, ce que je voulais vous dire là, c'est qu'en fait, on ne s'est pas demandé est-ce que ça va marcher. On s'est dit comment faire pour que ça marche, qui est une question complètement différente. Mais pour ça, il faut être convaincu que votre projet va marcher. Et donc, c'est mon deuxième conseil, il faut avoir la foi dans votre projet. Vous ne lancez pas dans un projet si vous n'êtes pas sûr, parce qu'en fait, à un moment, vous allez avoir une difficulté et vous n'allez pas la surmonter. Alors, je dis avoir la foi, il ne faut pas non plus avoir une foi aveugle. Il faut quand même être, on va dire, faut quand même être ouvert sur ce qui se passe vraiment et pas croire, ok, ça marche. Donc, typiquement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez d'utilisateurs et il fallait pas trouver des excuses. C'était vrai, il y a un truc qui n'allait pas. Donc, il faut faire vraiment très attention à ce qu'on appelle les vanity metrics. Donc, les vanity metrics, c'est des métriques, des données qui vont vous faire croire que ça va bien, mais en fait, elles ne représentent pas vraiment la réalité. Typiquement, l'exemple typique de Vanity Metrics, c'est un réseau social qui serait super content d'avoir plein de créations de comptes. En fait, la création de compte, on s'en fout quand on a un réseau social.
On peut tout à fait créer des millions de comptes. On paye des Chinois qui créent des millions de comptes dans la journée. On peut tout à fait avoir cette métrique facilement. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir des utilisateurs actifs. Et là, c'est intéressant. Là, on va pouvoir commencer à faire un business sur agent actif. Donc ça, c'est une vanity metrics, le nombre de comptes créés. Ça, c'est une vraie métrique qui est utile. Et donc, il faut vraiment faire la différence. Nous, typiquement, sur Trilly, euh, il y a le nombre de kilomètres. Effectivement, les gens, depuis la création de Trilly, je pense qu'on a fait plusieurs fois le tour de la Terre. En fait, c'est une donnée qui n'a aucun intérêt. Les gens sans Trilly auraient marché de toute façon, en fait. Donc, dire qu'ils ont fait le tour de la Terre grâce à Trilly, ça ne veut rien dire. À part que ça nous fait plaisir à nous. Par contre, si on commence à parler du ratio de marche, là, c'est plus intéressant. Est-ce que les gens marchent plus avec Trilly ou sans Trilly? Là, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que c'est souvent plus difficile à calculer. Nous, pour le coup, on a eu un peu de développement pour arriver à avoir cette donnée-là. Et d'ailleurs, en fait, il y a deux caractéristiques à une Vanity Metrics. Le premier, c'est qu'elle ne représente pas la réalité tout en faisant plaisir. Et le deuxième, c'est qu'elle est souvent très facile à récupérer. Alors qu'une donnée réellement utilisable, c'est plus compliqué. Il y a un exemple typique là. Pour le coup, on n'arrive pas à le passer. Je ne sais pas comment faire. En fin de défi, on demande aux gens est-ce qu'ils ont aimé participer à ce défi, est-ce qu'ils veulent refaire un défi. Voilà. Il y a un questionnaire en fin de défi, est-ce que vous voulez refaire un défi? Et aujourd'hui, on a 95% de réponses oui, je veux refaire un défi. C'est trop bien. Enfin, c'est un truc qu'on communique dessus, etc. Mais en fait, ça ne représente pas du tout la réalité. Les gens qui arrivent en fin de défi, c'est des gens qui ont installé l'application, qui ont fait le défi jusqu'au bout et qui ont suffisamment d'énergie pour venir répondre. Donc en fait, forcément, les gens, les gens les plus motivés, en fait. Donc, on sait très bien que cette métrique, c'est une vanity metrics. Euh, D'ailleurs, je remercie Thomas Besnéard, qui est la seule personne à avoir répondu non à ce questionnaire. Comme ça, c'est pas 100% le chiffre qu'on donne quand on communique dessus. Parce que là, ça aurait été vraiment bizarre. Non, le chiffre qu'on aimerait avoir, mais pour le coup, qu'on n'arrive pas à avoir, c'est le pourcentage de salariés satisfaits. Et là, c'est intéressant, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas fait, il y a ceux qui ont fait, mais qui sont arrêtés au milieu, etc., etc. Et là, ce serait intéressant. Mais pour le coup, ben, je vous avoue on est encore bloqué là-dessus. Après, on est quand même content du 95%. Ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui veulent refaire. Je ne dis pas l'inverse. Mais voilà, en tout cas, faire attention à Vanity Metrics. Donc, mon conseil numéro 2 complet, c'est avoir la foi dans son projet, mais quand même pas être aveugle et être ouvert à ce qui se passe autour. Ensuite, mon conseil numéro 3, ça va être de choisir un projet qui vous ressemble. Donc là, je vais prendre un moment qui nous est arrivé ici, là, vous voyez, une baisse de motivation. En fait, ce qui s'est passé ici, donc on a fait nos premiers bêta-tests, comme je vous disais, c'était au-delà de nos espérances, et on a essayé de chercher un business model. Donc le premier business model qu'on voulait faire, c'était des sponsors payés pour les arbres des gens qui marchent. Euh, donc première problématique, moi, le milieu de la pub ne m'intéresse pas du tout. C'est un réseau que j'ai pas du tout. Donc on a quand même essayé d'aller trouver des sponsors, on en a trouvé quelques-uns, mais c'était assez compliqué. Et en fait, donc ça, c'était une première problématique. Mais la plus grosse problématique, c'est qu'à quand même, en fait, on s'est rendu compte que ce business model-là, ça allait nous obliger à avoir des centaines de milliers d'utilisateurs pour attirer des sponsors. Et qu'à partir de là, il faudrait qu'on ait des sponsors en continu pour pouvoir payer les arbres de ces utilisateurs. Et en fait, ça allait être. Donc, c'est un business model, il faut énormément investir au début, donc des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Et ensuite, ça allait être la course où en permanence, il faudrait qu'on monte, on monte, on monte, on monte. Et ça, avec Karim, on s'est rendu compte, on a discuté que ce n'était pas ce qui nous ressemblait. Nous, on voulait plus quelque chose d'un peu organique, où le projet pourrait monter au fur et à mesure et réussir à petite échelle, moyenne échelle ou grande échelle. Ça nous correspondait plus. Donc, du coup, ce qui est très cool, on a été en contact avec l'extérieur en permanence, hein, mon conseil 1, qui est peut-être le plus important, c'est qu'en fait, en discutant avec les sponsors au téléphone, il y en a pas mal qui nous disaient, ben, en fait, non, moi, je n'investirai pas dedans, vous avez trop peu d'utilisateurs, c'est pas intéressant pour moi. Par contre, est-ce que je peux mettre mes salariés dans un défi, c'est possible? Et en fait, il y en a eu deux, trois, quatre qui nous ont dit ça. On s'est dit, en fait, il y a un truc à faire peut-être. Effectivement, c'est logique. Maintenant que je le sais, c'est logique. On fait marcher les gens, ils sont fiers d'avoir marché, d'avoir fait une action sur leur santé. Ils sont fiers d'avoir fait quelque chose de positif pour la planète. Et donc, ils ont envie de le partager, en fait. Ils ont envie de le partager, notamment avec leurs collègues. Et en fait, ça fait un effet cohésion d'équipe qui est surpuissant. Mais bah, si on ne s'était pas forcé à aller sur un business model un peu plus complexe qui ne nous était pas venu en tête au début, je pense qu'on n'aurait pas eu cette idée. Et donc, vous pouvez voir tout de suite que la motivation, elle remonte tout de suite parce qu'en fait, en 2 semaines, on a trouvé nos 3 premiers clients et à partir de là, c'était parti, en fait. Donc voilà, le conseil numéro 3, choisir un projet qui vous ressemble parce que vous allez devoir l'incarner, en parler à des milliers de personnes, en parler, en reparler, relancer les gens. Donc si vous n'êtes pas euh, si ce projet ne vous ressemble pas et que vous êtes un peu à côté, ça ne pourra pas marcher. Donc il y a cette phrase qui est pas mal, là, enflamme-toi, les gens viendront de loin pour te voir brûler. Une très jolie citation.
Conseil numéro 4, bien s'entourer. Moi, j'ai essayé de lancer plusieurs side projects comme ça tout seul. Et donc, le gros risque, c'est un peu ce que je vous disais avec le sous-marin, c'est qu'à un moment, vous avez une baisse de motivation et le projet s'arrête. Si vous êtes deux, voire si vous êtes trois, c'est quand même encore mieux, bah, quand il y en a un qui baisse sa motivation, il y a l'autre qui va prendre le relais. Et en fait, du coup, le projet s'arrête jamais parce que tout le monde, à un moment, prend le relais. Ben, OK, tu as des soucis avec ta fille qui est malade. Bon, OK, ben, moi, moi je vais mettre le paquet, etc. Donc, je pense que c'est très, très dangereux de partir sur un side project tout seul. Alors après, bien s'entourer, c'est pas forcément évident. Il y a une des règles dont on parle beaucoup, c'est le trio magique. C'est les trois pieds du tabouret qui dit il faut un vendeur, quelqu'un qui connaît le domaine, donc le métier, et quelqu'un qui connaît la technique. Euh, pour le coup, sur Trilly, on n'a pas du tout ce trio magique, c'est-à-dire qu'on n'a aucun vendeur et on n'a personne qui connaissait à la base le monde de la QVT en entreprise. Mais par contre, ce qu'on avait, c'est qu'on est trois amis d'enfance, on se connaît depuis 25 ans, peut-être avec Julien depuis 35 ans. Ce qu'on avait, c'est on avait la confiance. Et moi, j'étais vachement rassuré le jour où j'ai entendu Oussama Hamar dire effectivement, le triptyque est important, mais le plus important, c'est de pouvoir donner son portefeuille avec tous ses papiers et sa carte bleue à son associé sans se poser la moindre question. Et moi, effectivement, Karim et Julien, je pourrais faire ça les yeux fermés. Je sais très bien qu'il ne se passera rien. Et pourquoi c'est important, en fait? Parce que vous allez passer 2 ans de votre vie à vous donner à fond pour quelque chose que ces deux personnes-là peuvent à tout moment gâcher dans la seconde. Et donc, si vous n'avez pas entièrement confiance, vous n'allez pas vous donner à fond et ça ne peut pas marcher. Et le troisième point qui est important quand on s'entoure, c'est les objectifs partagés. Moi, c'est un truc que ouais, j'aurais beaucoup aimé qu'on me dise. L'idée, quand on monte un projet, en fait, tout le monde a ses intérêts. Vous avez vu, moi, au début, mes projets dont je vous ai parlé, je voulais kiffer techniquement. Je voulais tester des nouvelles technos, aller vite sur un petit projet, ce genre de choses. Mais on peut avoir d'autres objectifs. On peut vouloir créer le prochain Google et devenir riche. On peut vouloir changer la face de la planète. On peut vouloir juste passer un bon moment avec un copain. Le problème, c'est tout est acceptable. Le problème, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Et je crois plus de la moitié des startups cool parce que l'équipe, à un moment, explose. Et souvent, elle explose en fait parce que les objectifs ne sont pas partagés. Il y en a un qui veut une croissance faramineuse pour devenir millionnaire, et l'autre, en fait, il voulait juste un petit revenu récurrent qui lui fasse du bien au portefeuille, par exemple. Et donc, c'est important en début de projet d'avoir les objectifs partagés. Il y a des questionnaires qui existent où l'idée, c'est chaque associé va répondre au questionnaire, et puis après, on met en commun pour voir, bon, bah, est-ce que ça colle ou ça colle pas. Du coup, pour le coup, moi, j'étais très content parce qu'avec Karim et Julien, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, conseil numéro 4, bien s'entourer. Donc, la phrase ensemble, on va plus loin et on va aussi plus vite. Donc, ça, c'est de moi. Parce que j'ai jamais compris la phrase qui dit que tout seul, on va plus vite. Enfin, moi, je peux vous assurer que ce qu'on a réussi à faire en un an à trois, tout seul, je vois absolument pas comment j'aurais pu faire. Mais voilà. Euh, et donc, le conseil numéro 5, ça va concerner cette période-là. Donc, l'idée, voilà, on voit qu'on fait marcher les gens. On voit que les entreprises sont intéressées pour payer pour Trilly. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait plus d'objectifs. On était un peu dans le flou. On avait nos deux premières hypothèses qui étaient validées, très bien. Et là, on ne s'est pas mis d'objectif. Donc, on vendait un peu Trilly. On a eu 12 premiers clients. C'était pas si mal. Au final, c'était même pas si mal parce qu'on a réussi à trouver des investisseurs, tout ça. Mais dans l'esprit, on ne savait pas où on allait, en fait. On était un peu dans le flou. Et sur les side projects, c'est un autre risque qu'on peut avoir. On se dit, oui, mais je fais ça le soir et le week-end. Je ne vais pas commencer à me faire un planning avec des projets, une roadmap, un rétro-planning. Mais en fait, si, je pense que c'est essentiel de le faire parce que finalement, si on ne se fixe pas des objectifs, on ne risque pas de les atteindre. Donc, mon conseil numéro 5, ça va être de se fixer des objectifs. Alors, nous, ce qu'on a fait en janvier, c'est qu'on a mis en place des OKR. Alors, j'en parle rapidement parce que pour moi, c'était vraiment une grande découverte. Donc, je ne sais pas si Hugo Sénac est là, mais c'est lui qui m'en a parlé en premier. Donc, l'idée des OKR, je vous présente brièvement, je ne connais pas trop, mais j'en parle rapidement. C'est on va se fixer au début du trimestre des objectifs. Donc, nous, on s'était fixé 3 objectifs. Valider la viabilité économique des défis interentreprises. Donc, c'est les défis dont je vous parlais où plusieurs entreprises participent en même temps dans un défi. Donc, on voulait savoir est-ce qu'on peut gagner suffisamment d'argent avec ces défis pour que le temps passé soit justifié. Deuxième objectif, valider la viabilité économique des défis internes, c'est-à-dire des défis qu'on fait dans une entreprise avec uniquement les salariés de cette boîte. Est-ce que sur ces défis-là, on arrive à vendre suffisamment pour que ce soit rentable? Donc, c'était 2 objectifs. Et le troisième, bah, c'était survivre, parce que mine de rien, on reste quand même une petite boîte et on sait très bien qu'on n'est pas au bout du chemin. Donc, c'était ça nos 3 objectifs. Et à partir de ces objectifs, vous allez fixer des key results, c'est-à-dire
des choses chiffrées qui vont vous permettre de savoir ou pas est-ce que vous avancez vers l'objectif comme vous voudriez. Donc nous, par exemple, sur cela, la viabilité économique des défis avec une entreprise, on s'était fixé comme key result d'engager 3 prospects à qui on avait déjà discuté avant, d'engager 3 nouveaux clients, c'est-à-dire des clients, des gens avec qui on n'avait jamais parlé, mais qu'on arrive à transformer dans le trimestre. Ça, c'était important pour valider est-ce qu'on arrivait à transformer vite ou pas. Et le troisième point, ben, avoir un pricing qui à la fois soit validé par les clients et qui, pour nous, soit rentable aussi. Donc, et ce qui est super dans cette technique, c'est que, alors le O2K3, alors du coup, c'est Quentin qui dit, effectivement, j'aurais peut-être que le KR3 n'est pas forcément quantifiable. Ben, j'en parlerai plutôt à la fin. Je pense qu'on reviendra dessus. Ouais. Donc voilà, on s'était fixé ces key results. Et en fait, ce qui est super avec cette technique, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait ça en début de trimestre, vous pouvez rentrer en mode tête dans le guidon. Vous savez où vous voulez aller, en fait. Et c'est super rassurant de se dire, OK, c'est ça qu'on veut faire. Maintenant, on y va et on met toute notre énergie pour y aller. Donc à partir de là, vous allez définir des tâches ou des initiatives qui vont vous permettre d'accéder à ça. Nous, par exemple, engager 3 nouveaux clients, ça voulait dire appeler 10 personnes par jour, envoyer 150 mails par jour, ce genre de choses. Donc à partir de là, vous trouvez des initiatives, mais ce qui est top, c'est que c'est super rassurant de se dire, je sais où je vais, j'y vais, je réfléchis plus, dans 3 mois, je réfléchirai. Et donc c'est la première fois qu'on le fait, donc j'ai un peu hâte de faire la conclusion du trimestre, voir si on y arrivait ou pas. Donc conseil numéro 5, se fixer des objectifs, et donc celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre de Sun Tzu, et comme je trouve que c'est très classe de finir par une citation de Sun Tzu, je vais commencer ma conclusion. En conclusion, bah voilà, l'année est passée. Aujourd'hui, on est à 100% sur Trilly avec Karim et Julien. Voilà, on commence à avoir un chiffre d'affaires, on a des investisseurs, on est très content et surtout, on kiffe. Et je pense que c'est quand même super important quand on monte une boîte comme ça de rester sur le kiff. Mes 5 conseils, avoir la foi, être en contact avec l'extérieur, avoir un projet qui vous ressemble, bien s'entourer, se fixer des objectifs. Il peut y en avoir d'autres, mais déjà, commencer par ça, c'est pas mal du tout. En termes de timing, bah, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, effectivement, Quentin qui dit que donc s'il y a des questions, vous pouvez les écrire. Donc, Quentin qui dit que le O2K3 n'est pas vraiment quantifiable. Donc, c'est ici de dire définir un pricing qui fait mouche en contexte. Donc, tu as raison. Tu as raison. En fait, d'ailleurs, quand tu vois la phrase, je pense qu'on l'a définie, on ne savait pas trop où on allait. En fait, on était très dans le flou sur le prix. Pour le coup, on a plutôt réussi parce que maintenant, on arrive à avoir des. En fait, il aurait fallu qu'on dise avoir un pricing qui est validé par un prospect sur 2 ou quelque chose comme ça. Pour le coup, le pricing qu'on a aujourd'hui, on a multiplié nos prix par 3 et on a un taux de réponse qui est proche du 100% de oui, en fait. Donc, je pense qu'on a trouvé le pricing qui est bon. Ok, on a un expert marge qui nous a rejoint. Salut tout le monde, effectivement. Merci beaucoup Cédric pour ce talk, c'était super intéressant d'avoir tes retours un petit peu inside de ce projet que alors personnellement je suis depuis un petit moment et qui me plaît beaucoup. Donc je suis un peu biaisé on va dire sur le projet en lui-même que comme je disais j'aime beaucoup. Il y a un point peut-être sur lequel j'aimerais bien revenir. Je pense que tu pourrais peut-être confirmer un peu cet aspect-là parce que moi de mon côté j'ai arrêté le dev aussi un petit moment pour monter ma boîte. Et je pense qu'il y a ce truc-là aussi qu'on a en tant que développeur et qui est assez important à souligner, de toutes ces méthodologies, toutes ces connaissances qu'on a et qu'on applique dans notre métier de développeur, qui sont hyper utiles et hyper intéressantes quand on monte une boîte en fait. Il y a vraiment des aspects de rigueur, d'organisation, etc., sans parler même vraiment de la couche technique, qui évidemment forcément est intéressante à un moment ou à un autre, qui nous file des outils qui sont vraiment dingues pour monter des boîtes. Et je trouve malheureusement qu'on est assez peu encouragé ou motivé pour faire ça, alors qu'on a clairement tous les outils en main et qu'on est souvent bien mieux préparé et bien mieux équipé que d'autres types de profils qui Mm. sont généralement plus envisagés. Alors, je sous-entends évidemment tout ce qui vient du monde du commerce, etc., qui sont
les cibles privilégiées de toute la case de l'entrepreneuriat. Mais de mon côté, pour l'avoir vécu aussi, c'est hyper utile de savoir faire ce qu'on fait. Et c'est vraiment des connaissances qui sont à privilégier. J'aimerais bien continuer à voir des devs iOS ou ex-dev iOS continuer à monter des projets comme ça parce que c'est vraiment chouette et je pense qu'on a tous. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Bon, déjà, il y a le truc d'In Startup. Effectivement, en fait, il va appliquer l'agile qu'on fait dans le développement depuis des années à la boîte en général. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai vraiment découvert d'ailleurs, et c'est plus sur l'aspect UX. Mais en fait, quand tu fais une application et que tu t'intéresses à tes utilisateurs et que tu les écoutes et que machin, en fait, quand tu vas commencer à vendre, c'est les mêmes principes en fait. Quand tu vas à quelqu'un, il faut être à l'écoute, il faut répondre à son besoin. Ça demande d'avoir de l'empathie. Et en fait, c'est exactement les mêmes besoins que tu aurais quand tu fais une application, si tu veux qu'elle soit pertinente et qu'elle apporte quelque chose aux gens. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'étais assez impressionné par euh, qu'en fait, dans plein de métiers, quand tu montes une boîte, ces compétences-là que j'avais acquis avant m'ont servi et m'ont permis de le faire assez naturellement. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, complètement. Et puis il y a un autre point qui est intéressant aussi, c'est que quand tu commences à prendre d'autres responsabilités du fait de monter une boîte et que du coup forcément tu t'occupes de problématiques, on va dire business, market, communication, enfin tous les autres créneaux dont tu dois t'occuper quand tu démarres une boîte et que tu es tout seul ou pas nombreux en tout cas à gérer, bah, en fait tu t'en sors plutôt bien là-dedans, quoi. C'est quand même des trucs qu'on arrive à bien faire. Et sur le côté dev à proprement parler, parce que généralement, un dev qui monte une boîte, il va y avoir une problématique technique à un moment dans lequel il les mains dans le code. C'est très intéressant de voir à quel point on développe tout de la même manière quand on développe pour soi ou quand on développe pour les autres. C'est-à-dire que le développeur qui a tendance, quand il est salarié, à pouvoir toujours essayer de peaufiner, aller chercher des trucs, faire le truc au mieux, etc. Quand tu commences à devoir intégrer aussi la couche business qui va avec, bizarrement, tu vas un peu plus rapidement à l'idée. Tout à fait, tu vas à l'essentiel, ouais. Ouais, tout à Voilà. fait. Donc, et c'est super intéressant parce que ça permet aussi une prise de recul par rapport au dev qui est vraiment génial. Et je conseillerais vraiment à tous les développeurs, s'ils en ont l'opportunité ou un moment ou un autre, de faire un break à un moment, genre 6 mois ou un truc comme ça, pour faire d'autres choses, monter une boîte, ou faire d'autres projets. Parce qu'en fait, se retirer du code, ça donne une vision qui est hyper intéressante et un recul qui est hyper intéressant, qui est hyper enrichissant en tant que développeur en soi aussi. Donc ça, c'est vraiment Carrément. Mais même toi, sans aller sur un projet entrepreneurial global, hein, moi, ce que j'ai appris avec une touche d'histoire, effectivement, ce truc d'être efficace, d'aller à l'essentiel. Dès que c'est ton projet, c'est ton bébé, en fait, tu sais très bien que tu as 2 jours pour faire avant de l'envoyer à quelqu'un, bah, tu vas aller à l'efficace, en fait. Toutes ces problématiques de dire, ah non, mais attends, l'architecture, machin, elle n'est pas respectée, mais alors attends, tu dis, en fait, non. Moi, ce que je veux, c'est que mon utilisateur, il ait mon appli, qu'il puisse lire mon article d'histoire, point, quoi. Et après, et je pense qu'après, quand tu bosses, moi, typiquement, j'ai bossé en freelance pendant 10 ans avec des gens, ça m'a vachement aidé aussi à être pertinent dans ce que je leur apportais, en fait, parce que j'ai des clients qui avaient un peu des profils, c'est des petits budgets, c'est pas des équipes de 30, c'est des gens qui avaient des petits budgets. Moi, en général, j'arrivais, genre 30% des besoins qu'ils avaient, je dis, bah, ça, on fait pas, on fera plus tard. Et souvent, en fait, ils arrivaient avec peut-être la moitié du budget qu'ils avaient prévu à la base à avoir un truc qui était plus pertinent parce que j'avais réussi à discuter avec eux, à couper parce que j'avais cette expérience, effectivement, clairement. Je pense que moi, je conseille à tout le monde, surtout que c'est trop bien. En fait, on sait faire des choses avec nos mains quand on est développeur. Donc, je vous conseille de le faire, prendre une idée, même si ce n'est pas une idée de ouf, la mettre en place. Et en fait, c'est kiffant, on apprend vachement. Effectivement, apprendre devient beaucoup plus pertinent dans le monde du travail. Tout à fait. Très bon conseil. Merci. Je vous laisse la place pour les autres. D'ailleurs, pour préciser, nous, sur Trilly, là, aujourd'hui, moi, je crois que j'en suis à 25 jours de développement. Sur Android, ils en sont à 35 jours. Pour dire que il faut faut choisir les bonnes choses à faire en priorité. Et on ne peut pas faire des petits trucs qui seraient sympas. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Bah, bonne transition. Merci beaucoup, Cédric, pour le talk, pour le partage, la transparence, c'est top. Bonne transition avec justement l'app clinique qui va être réalisée là par Clara et Vincent. Je vais laisser parler. On est sur un format un peu particulier, présentation effectivement de toute la progression de Trilly, de l'idée jusqu'à la réalisation actuelle. Tu disais 35 jours de dev, 25 jours de dev. On va voir justement qu'est-ce qu'en pense Clara et Vincent sur justement leur audit. C'est à vous. Salut, bonjour. Voilà, donc moi je vais faire. Donc je suis Clara, je suis designer produit à Citymapper. Je vais me focus pendant 10 minutes sur l'onboarding de l'appli et la première expérience. Et ensuite, je donnerai le micro à Vincent. Juste pour. Alors, déjà, je vais partager mon écran. Cédric, super.
Euh, voilà. Donc je vais passer à travers les écrans et puis je vais les commenter. Déjà, juste, je suis hyper impressionnée par le nombre de jours de dev que vous avez mis par rapport au produit à la fin. Je m'attendais pas du tout à ça et bravo. Moi, je trouve que Ouais, c'est une appli pareil. qui est solide. Tu vois, il y a pas mal de, enfin, ça fait beaucoup de sens maintenant que tu as présenté ton process, ton procédé de travail, mais il y a beaucoup de MVP où il y a des fonctionnalités qui font pas énormément de sens, ou alors tu sens que c'est plus une idée de développeur qu'un truc qui est vraiment vital pour l'utilisateur à la fin. Et moi, je trouve qu'au contraire, dans cette appli, il y a vraiment, enfin, l'architecture est solide. Moi, je me suis pris au jeu de malade. Voilà, donc les feedbacks que je vais donner, c'est des feedbacks en fait qui sont un peu anecdotiques au final par rapport à ça, et c'est plus pour amener une espèce optimiser l'UI, optimiser l'UX, mais tu vois, tout en gardant en tête que c'est déjà hyper bien. Voilà. Bah voilà. Alors, premier écran de l'appli. Moi, j'aime bien la palette de couleurs. Ça me rappelle. Il y avait une époque où on faisait énormément de dark mode pour les applis de sport, etc., de performance. Moi, j'aime bien ce côté un peu Strava, couleurs fraîches et tout. J'adore les emojis, donc on voit les emojis. Et, euh, et je trouve que le slogan Vous marchez, nous plantons, ça, tu vois, je comprends pourquoi je suis là. C'est hyper clair. Alors, pour le bas de l'écran, je me disais peut-être que donc tu as 10 jours pour marcher le plus possible. Plus tu marches, plus tu gagnes des arbres. Oh, pardon. Là, je suis sur iOS, mais je crois que sur Android, il y avait une troisième ligne qui parlait un peu de qui va planter les arbres. Je trouvais que ça, c'était intéressant comme troisième point. En fait, moi, ce qui me manque un tout petit peu dans cette intro, c'est la notion de défi, peut-être la notion d'équipe au final, parce que peut-être un truc genre, voilà, tu as 10 jours pour marcher le plus possible et ce sera celui qui... Enfin, l'idée d'équipe, quoi. Et puis, il y a aussi un petit truc inconsistant au sein de l'appli, c'est parfois on parle de planter des arbres, parfois on parle de gagner des arbres, parfois on parle de débloquer des arbres. Et moi, je trouve planter des arbres, c'est hyper efficace et donc je pense que ça devrait être ce qui est utilisé au sein de l'appli. Donc, j'appuie sur c'est parti. Ah oui, c'est parti, c'est pas mal comme texte parce que c'est parti, vas-y, je pars, je marche, etc. J'ai trouvé ça cool. Il y a aussi une chose là sur la transition. Moi, j'aime bien lui avec les feuilles blanches par-dessus. Mais ce qui pourrait être assez élégant, c'est que vous marchez, nous plantons, ça reste fixe. Et les feuilles, elles scrollent de droite à gauche. Ça pourrait être sympa. Là, le deuxième écran, on a un peu changé de langage visuel, mais l'illustration, elle est chouette. Elle est directement reliée à l'écran de permission qu'on va avoir quand on active le nombre de pas. Là, je regarde le bouton activer le nombre de pas. On pourrait avoir des drop shadows, des ombres un tout petit peu plus élégantes. On a l'impression que c'est un peu l'ombre par défaut. Peut-être que ça pourrait être un peu plus, le flou pourrait être un peu plus agrandi. Le contraste du label sur le jaune, c'est un peu difficile. Donc pour moi, ça va. Il y a des gens qui auront un peu de mal à lire. Euh, donc Juste, moi voilà. j'avais un petit truc aussi, j'en profite pour glisser, Ouais. que j'aime bien, ça le fait. Moi, il y a juste un- pour moi un problème de proportion avec cet espace de blanc en fait qu'il y a, que je retrouvais aussi dans l'écran précédent que montrait Clara, entre le bouton c'est parti et finalement les deux lignes d'explication. Je trouve qu'en termes de proportion,
il y a un truc qui manque. Il y a peut-être soit plus de détails à apporter, soit un bouton qui prend un peu plus peut-être de place pour laisser place à une animation, ce genre de choses. Mais voilà, peut-être un peu plus remplir ce grand écran blanc qui finalement prend les 2 tiers pour immerger un peu plus l'utilisateur. Voilà, je te laisse continuer. Du coup, le temps passe très vite. Du coup, je vais directement. Là, on fait les autorisations. J'active les notifications. C'est assez clair. Il y a juste. On te prévient, je pense que c'est un T à la fin. Peut-être. Je- J'active les notifications autorisées. Et là, c'est un peu. Alors. Très bien. En général, si j'ai entendu parler de Trilly, c'est au sein d'un challenge. Donc, je sais à un moment donné que j'aurais été sûrement briefée au sein de mon entreprise. Voilà, il y a un code, etc. Il faudra le mettre. Mais ça pourrait être un peu plus engageant. Euh, Surtout, en fait, ce qui m'a fait tiquer, c'est je n'ai pas de code, aller à la version gratuite. En fait, j'ai eu peur que pardon, il fallait que je paye pour la version entreprise. Enfin, en fait, j'ai envie de cliquer sur je n'ai pas de code parce que c'est gratuit et c'est cool, euh, plutôt que, euh, plutôt que de mettre mon code. Ce serait euh, mon, mon premier réflexe. Et donc, voilà, comme ça, les, le code c'est Mobilis. Ça m'aurait, pour les gens qui ne connaissent pas, ce serait mon entreprise qui me l'aurait donné. J'appuie sur valider. Sélectionne ton équipe, designer. Et alors là aussi, en termes de UI, donc avant, on avait des boutons qui étaient sur le fond blanc avec la feuille comme ça qui prenait toute la page. Ça, j'aurais bien aimé aussi que ce soit consistant d'un écran à l'autre. Mais bon, c'est un détail. Valider, là c'est très compliqué de lire le label. Donc, peut-être foncer la couleur ou foncer la couleur du background. Et donc, je vais passer le micro à Vincent. Juste un détail sur 0K. J'ai cru que c'était OK quand je suis arrivée sur l'écran. Et ça ressemble vraiment à un bouton. Donc, voilà. C'est aussi la police. Peut-être que si vous aviez une police qui serait plus personnelle, vous régleriez ce problème parce que le 0 ressemblerait moins à un O, puisque c'est et Mais je pense que je crois que c'est C'est un vraiment un O. O, hein. C'est Je un crois O, que c'est ouais. vraiment C'est OK. OK. Parce que t'as Ah, tout fait, en pardon. fait, toi. Ouais, ouais. Ah, C'est écrit OK. OK parce qu'en fait, quand tu as atteint un niveau, ça écrit OK, pas 0K, mais tu as raison, ça ressemble à un bouton. Moi, d'ailleurs, la D'accord. première fois que j'ai vu ça, j'ai cliqué dessus, je me suis dit, mais t'es con, c'est toi qui as fait, c'est pas un bouton. Ça arrive. Mais tu fais bien de me le rappeler. Ouais. Donc, je vais passer le micro à Vincent. Juste pour les gens qui nous regardent, quand on arrive là, on a seulement le premier bouton qui est sur lequel on peut cliquer. Ça, c'est juste parce que j'ai testé, j'ai marché, ensuite j'ai supprimé l'appli, etc. Donc, voilà. Mais D'ailleurs, du coup, tu peux laisser ton écran 1 minute, ouais, Clara, parce que ça me fait penser à un truc que j'avais pas remarqué. Mais j'imagine que comme vous stockez pas de data en fait en back-end et que tout est en local, là, on a le cas où Clara en fait a rempli son objectif, c'est-à-dire que quand vous allez chercher les datas de Google ou d'Apple, bah, du coup, vous avez bien le maximum de pas requis, donc on a bien OK. Mais pour autant, elle peut replanter des arbres. Parce que je pense que elle est considérée comme nouvelle utilisatrice de l'app. Et donc il y a peut-être une synchronisation à faire pour que finalement, parce que là on ne sait pas si elle va replanter ses arbres 2 fois, parce qu'elle a déjà fait sa première installation ou pas. Donc peut-être une synchro à ce niveau-là à faire fonctionnellement. Et puis du coup je vais partager ouais, mon écran. j'arrête le partage. Donc moi j'ai pas été aussi fort que Clara sur le nombre de pas.
J'ai fait que 18,9K. Je sais pas si vous voyez. Pas Ok, encore. c'est bon. Ah oui, si, c'est bon. Donc on arrive, ça va. Bon, déjà, première remarque, je trouve que quand on arrive, ça marche bien. On a la petite navbar en bas, c'est très clair, les pictos sont bien choisis. Euh, voilà, on n'est pas perdu, c'est actuel. Euh, donc, euh, donc ça, c'est une bonne première impression quand on est immergé dans l'app. C'est simple. C'était aussi quelque chose que tu soulignais, Cédric. Donc ça, en tout cas, cet objectif-là, il est bien rempli. Et donc, fun fact, moi en fait, quand j'ai rejoint Trilly pour le tester, au début, j'avais pas de code Mobilis. Donc, j'ai fait le challenge Mars générique classique. Et en fait, j'ai été frustré à un moment donné de ne pas trouver à aucun moment donné dans l'app de pouvoir en fait me déconnecter ou du moins en fait pouvoir rejoindre une équipe. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est quand même une fonctionnalité assez manquante. S'il y en a vraiment une, il n'y en a pas vraiment beaucoup là que j'ai ciblé, mais s'il y en a bien une, c'est cette frustration de ne pas pouvoir se déconnecter. Donc c'est-à-dire que je suis obligé de désinstaller ou clear l'app, les données de l'app pour le faire. Ou alors d'avoir un bouton qui me dit changer d'équipe ou rejoindre une équipe. Tout ce flow d'onboarding finalement qui est perdu. Euh, sur la partie du coup écran challenge où je suis, donc comme je disais, ça marche bien. Je comprends mieux du coup avec les 25 jours de dev, parce que moi je m'étais noté qu'effectivement ça manque peut-être un petit peu d'animation pour donner envie, pour créer un petit peu d'émotion, des micro-interactions, etc. sur les composants. Mais du coup, je comprends mieux, parce que c'est vrai qu'en 25 jours de dev, clairement, on va pas s'attarder sur ce genre de choses. En tout cas, moi, en tant qu'utilisateur, enfin, cette application, ça m'a l'air d'être c'est pas une application classique, il y a une espèce euh, d'expérience unique qui se cache derrière. Et donc, c'est vrai que j'aimerais bien en fait que cet écran principal, il retranscrive ça avec des composants un peu plus customisés, un peu plus expérimentaux peut-être, un peu plus sortis des sentiers battus, avec des animations, etc. Si vraiment j'avais une direction à tourner. Et donc en préco, euh, moi je m'étais dit que cet arbre linéaire là quand on scrolle, effectivement ça le fait. Euh, Après, je m'étais dit pourquoi pas jouer sur le côté arbre pour justement, au lieu d'avoir un tronc linéaire, plutôt avoir débloqué des objectifs sous forme de feuilles et de ramifications avec des objectifs particuliers comme par exemple tente pas sur 1 heure. Quand tu fais plus de 1000 pas sur 1 heure, ben, tu débloques un certain type d'arbre dans une certaine région. Euh, Tente pas aux heures de pointe, par exemple. Voilà, jouer peut-être sur des concepts comme ça pour aller chercher l'analogie avec l'arbre plutôt que juste une ligne droite. En tout Et cas, l'analogie avec les pas ouais, aussi pour être intéressante. Je me disais dans le onboarding, on avait sur la version anglaise, on avait step 2 out of 3. Du coup, c'est le même mot step et step. On pourrait à la fois dans le texte et dans les pictogrammes peut-être jouer un peu là-dessus. Ce que tu as fait d'ailleurs dans 18.9K, il y a déjà des pictogrammes de pas, mais ça pourrait être euh, agrandi au sein de toute l'appli et de tous les écrans. yes. Il y a un petit truc, c'est vraiment pas grand-chose, mais en fait, quand on commence à arriver sur des chiffres comme ça, 70 000, 80 000, euh, j'aime bien le formatage du texte avec un quantifieur avec K à la fin plutôt. Parce que c'est vrai que là, du coup, voilà, 100 000, on devine, hein, mais c'est vrai que quand il y a marqué 71 096 par restant, c'est vrai que je préférais qu'on mette 71K en fait. Comme en fait ça a été fait au tout début, je trouve ça un peu plus clean, un peu plus facile à lire en tant qu'utilisateur. Moi, Quand je clique j'aime sur bien les un... zéros. Ça me fait. Ça te J'ai fait... Ok. l'impression d'avoir Bon, fait après énormément de c'est... pas, mais peut-être un espace en fait. Ouais, c'est ça. Ça pour. Peut... Sur iOS, Ouais, ouais. Clara, il y a un espace. Et là, effectivement, je vois qu'il n'y a pas l'espace. Donc, en fait, c'est vachement plus dur de lire 15 000 quand tout est C'est accroché. ça. Quand il y a Ouais. l'espace, ça se lit bien, en fait.
Effectivement, un espace, ça peut le faire. Sur ça, j'aime bien. Moi, j'ai beaucoup aimé cette page-là. Voilà, ça implique en fait l'utilisateur dans ce qu'il est en train de faire, avec la petite carte, etc. Mais en fait, bon après voilà, c'est peut-être moi, mais j'aurais presque aimé en avoir un peu plus, voilà. Alors peut-être une carte au plus générale de où ça se situe dans le globe, même si je sais où c'est Madagascar, mais s'il y a des localisations à un moment donné peut-être plus précises, plus niches, savoir où c'est que ça se situe, avoir peut-être des infos sur qu'est-ce que c'est le Rhizophora mucronata, je sais pas, un lien Wikipédia, ça pourrait le faire dans un premier temps, mais peut-être étoffer cette partie parce que finalement c'est le cœur de ce que vous proposez, de la promesse en fait du produit. Donc c'est vrai que ça m'a donné envie d'en apprendre un peu plus sur cette partie-là. J'avance sur les objectifs. J'ai pas sur les objectifs, je m'étais noté. Oui, c'est vrai que les nombres, ça fonctionne bien. Ils sont un peu bruts de décoffrage pour moi. Il manque peut-être un petit peu de mise en forme dans des graphiques, dans des choses comme ça. Je reviens toujours à ces notions d'animation. Peut-être jouer autour d'animations d'arbres qui grandissent, etc. Voilà. Bon, encore une fois, 25 jours de dev, hein, donc je ne critique pas. Mais pour peut-être une roadmap future. Quelque chose que j'ai pas bien compris, finalement avec Clara on n'a pas bien compris non plus, c'est cette notion de record moyenne, sur quel scope ça s'appliquait, est-ce que c'était global à toute Trilly ou au sein de l'équipe. Voilà, là on était un petit peu plus en difficulté pour comprendre. Je sais pas si tu confirmes, Clara, mais Ouais, moi j'adore le dans cette concept. partie. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression que Reza fasse partie de ce challenge. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu dans le classement. Du coup, est-ce que c'est sur toute l'appli, sur les derniers mois, ou alors j'aurais bien aimé avoir le record de ce challenge, le recordman de ce challenge. Yes, et j'avance parce qu'il est déjà 51. Sur la partie classement, c'est propre. Moi, voilà, ça, j'aime bien parce que ça le fait, quoi. Il y a un tableau et le petit toggle pour changer. Rien à dire, on n'est pas du tout perdu. Le seul petit, peut-être, reproche que je peux faire, c'est sur les localisations. C'est peut-être des choses qui sont passées à la trappe, mais là, on voit que, par exemple, people, steps et trees sont pas traduits alors que le reste, il est en français. Voilà, peut-être des petits trous de local à droite à gauche. Je ne sais pas si c'est fait exprès aussi là sur les easy, medium, hard qui sont pas traduits en français. Euh, mais des détails, clairement des détails. Et dernière chose peut-être à aborder, c'est la partie support. Je trouve que voilà, l'aide, c'est sympa. Par contre, euh, c'est vrai que quand je clique sur continuer leur trailing, non, pardon, consulter la FAQ, la FAQ, ah, ok, bah il me semblait que quand je l'avais testé, c'était pas localisé, que j'arrivais sur la FAQ en anglais. Donc j'ai rien dit. C'est bien que la FAQ soit localisée du coup. J'étais un peu frustré d'arriver sur une page en anglais alors que mon application était en français, mais du coup j'ai rien dit. Euh, et Et une voilà, je fois sais que tu pas, as planté Clara, si un tu as des arbre, choses à dire là-dessus. une fois que tu as planté un arbre, il y a ce bouton en savoir plus qui va faire une page web qui t'explique un peu en plus en détail comment ça fonctionne, etc. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir aussi, avoir un lien sur cette page. Parce que surtout sur iOS, il est c'est un onglet en bas, donc je pense que les gens seront plus euh, cliqueront un peu plus dessus. Et quand tu commences l'appli, tu découvres, etc. Moi, c'est une question que j'avais, genre comment ça marche, où est-ce qu'ils sont plantés, etc. Hmm. Donc peut-être l'avoir sur cet écran, Ça pourrait marcher, ce serait ouais. bien. Ouais. Hmm. Un peu de doc, de documentation. Et clairement, si je pouvais faire une dernière préco sur c'est que la FAQ, c'est super. Mais je pense qu'il faudrait vraiment la mettre in-app. Ouais. Ça, c'est un truc de devoir sortir de l'app. Déjà, les stores, ils aiment pas trop, déjà. Et en plus, en termes d'expérience utilisateur, d'avoir des menus accordéon comme ça qui viennent lister un peu les questions les plus fréquentes. Ce serait vraiment cool. Ça apporterait un peu de densité, on va dire, à cet écran d'aide. Voilà.
Surtout que le contenu, vous l'avez déjà, enfin, je sais, Ouais. en si peu de temps, c'est... Ouais, clairement, les Ouais, délais, voilà, ouais, zéro critique sur ça parce que ouais, je suis même impressionné qu'en 25 et 35 jours, on soit arrivé à un c'est résultat clair. si complet. Donc, clairement, bravo. En tout cas, moi de mon côté, je trouve que ça le fait. On sent que c'est une application qui est en cours d'évolution. C'est normal qu'il y ait encore des petites choses, mais globalement, le contenu il est là, la fonctionnalité elle est claire. En tout cas, c'est sur des bonnes rails, je trouve. Ok, Cédric, est-ce qu'il merci. y a des choses sur lesquelles tu t'aimerais rebondir ou des choses où on s'est complètement planté Non, vous avez ou, dit plein de trucs pour le coup qui étaient intéressants. Il y en a effectivement qui sont dans la roadmap, c'est-à-dire que le onboarding il date d'il y a 1 an. On n'a pas changé depuis. Et là, donc Karim a fait un nouveau design qui est, je trouve, vachement mieux et plus clair, notamment sur le côté arbre, qui insiste plus sur qu'est-ce qu'on Génial. plante, où on plante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le côté déconnexion, reconnexion, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, personne n'était passé d'un défi à l'autre, mais c'est une problématique qu'on va avoir maintenant. Et donc, c'est le premier dans notre to-do list de rajouter ce bouton qui permet de sortir d'un défi pour aller dans un autre défi. Donc, on est en train de discuter comment on va le faire, mais effectivement, comme tu disais, Vincent, c'est un truc qu'on va faire. Le côté micro-animation, tout ça, on aimerait bien, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas forcément la priorité. Surtout qu'en fait, on s'était demandé, parce que c'est un jeu, donc effectivement, c'est important, mais en fait, on se rend compte que les gens vont jusqu'au bout du défi, marchent même sans ça. C'est un truc qu'on se demandait au début. Est-ce que les gens, l'application trop, on va dire, simple et linéaire, est-ce que ça va pas gâcher l'expérience? Visiblement non, parce qu'en fait, l'expérience, elle se passe autour, c'est-à-dire que les gens, l'appli, elle est dans leur poche, et elle se passe ailleurs quand ils discutent avec leurs collègues ou ils sur WhatsApp quand ils se chambrent sur WhatsApp. C'est plus là qu'a lieu l'expérience. Ce qui n'empêche pas de faire des micro-animations. Je peux vous assurer que Karim, donc le designer, enfin, il a très très hâte que je lui dise ok, on libère 5 jours pour faire ce genre de choses. C'est clair et net. Il y a des points que vous avez dit qui étaient intéressants, le hockey, que les gens cliquent dessus. En fait, c'est marrant que tu le dises parce que c'est la première chose que j'avais fait et j'ai oublié. Ça, c'est typiquement le genre de truc où après on oublie. J'ai vu que Jérémy, je crois, a mis la même chose. Je pense que c'est pas le seul. Ça, c'est le genre de truc qu'on oublie après coup. On a notamment un problème où les gens cliquent pas sur le bouton planter mon arbre. Ça, c'est un problème qu'on a. Quelques personnes oublient de le faire. On est obligé de leur rappeler. Donc on sait que là, on a un problème. Juste Cédric, le temps peut-être que tu continues sur les points, je me permets de dire à l'audience que si vous voulez, vous pouvez aller sur menti.com, rentrer ce code ou flasher le QR code et hop, le temps que Cédric et nous on finisse. Et ça permet aussi d'avoir du feedback de l'audience sur sur 5 points qu'on a listés voilà, avec Clara. Voilà, voir qu'est-ce que vous en pensez. Ça peut faire un feedback intéressant de l'audience aussi. Donc menti.com et le code qu'il y a tout en haut et vous notez ce que vous avez envie de noter. Je te relaisse la main, Cédric. Ouais. J'ai vu qu'il y a une question de Jérémy, je réagis. Est-ce qu'on a commencé par les deux plateformes en même temps ou pas? En fait, au début, on a fait que sur iPhone, parce que quand on était sur mon modèle B2C avec des sponsors, on pouvait tout à fait être que sur une plateforme. Et donc, c'était iOS, la première plateforme. Et jour, on a décidé d'aller sur Android, sur du B2B, donc en entreprise. Là, forcément, on devait être sur les deux plateformes. Donc, c'est là où on a lancé Android. Effectivement, Greg, vous avez remarqué que les deux applis n'étaient pas exactement pareils. En fait, c'est que moi, je sais qu'en termes de design, je pense pas que les gens utilisaient deux plateformes. Donc, le fait que sur une plateforme, ce soit un onglet et l'autre un bouton, je pense pas que ce soit gênant. Alors après, c'est un parti pris que j'ai moi. On essaie que ce soit cohérent à l'interne dans une appli, cohérent avec les habitudes des gens sur cette plateforme et que ce soit facile à développer, parce qu'effectivement, on n'a pas un temps infini. Donc, du coup, des fois, on prend des raccourcis qui fait qu'on prend pas forcément les mêmes sur une plateforme ou l'autre. Non, mais ce que vous avez dit, c'était intéressant. La lisibilité, notamment. Et donc, il y a Fanny qui bosse avec nous. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Elle est très sur l'accessibilité. Et qui est arrivée sur le projet après coup. C'est la deuxième développeuse Android. Et elle a repris un peu tous les écrans. On a des écrans, on a des problèmes de contraste entre la couleur du fond et le texte qu'on va revoir, parce que l'accessibilité, pour nous, c'est important. Donc, il faut qu'on bosse dessus. Tac, 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 quoi dire. Et sur la question des arbres, justement, de plantes, quand il en vient à planter réellement l'arbre, ouais. qu'est-ce que
comment est-ce que vous tenez au courant finalement l'entreprise ou directement les personnes inscrites Ouais. Avec un mail a posteriori, ce genre de choses? Ouais. Donc nous, il y a un truc qu'il n'y a pas eu là, c'est normalement on a un lancement, une réunion de lancement où on explique aux gens le projet, où on plante, comment on plante, etc. Donc on a un oral en fait on répond à pas mal de questions à ce moment-là. Et à la fin du défi, quand on plante, on envoie la page. En fait, on a une page où il y a tous les arbres qu'on a plantés et les espèces qu'on a plantées, où elles sont plantées, jusqu'à quel âge elles vivent, enfin un peu toutes les informations qui sont envoyées et qui sont sympas. Après, comme vous dites, en fait, donc Karim a fait des nouveaux designs de la page arbre qui vont être beaucoup plus concrets, avec des photos, enfin plus de photos, plus de où c'est, qu'est-ce que ça apporte. Enfin, ce côté ça apporte, nous on sait ce que ça apporte concrètement, mais planter un arbre, ça apporte beaucoup plus que capter du CO2. En fait, c'est moins d'érosion, c'est plus de biodiversité. C'est en plus là, Eden Forestation font planter ces populations locales qui plantent, donc c'est des gens qui sortent de la pauvreté. Enfin, il y a plein d'avantages qui vont du coup motiver plus les gens à marcher et qu'on met pas assez en avant dans l'application. Ça, je suis très d'accord avec vous. C'est un point qu'on a prévu de corriger. Un dernier mot pour la fin. Bravo pour d'avoir construit un modèle économique viable dès le début. Moi, j'ai utilisé un peu la version en solo, la version gratuite sans défi d'entreprise. Et le fait que vous poussiez à contacter l'entreprise pour qu'elle crée des défis, moi, j'étais chaud. J'ai envoyé un mail à CityMapper déjà. Donc c'est important, tu vois, il y a plein de startups qui galèrent à trouver leur modèle. Ça, c'est un truc typiquement sur les side projects, c'est un truc. Moi, au début, comme je l'ai dit, mes premiers projets n'étaient pas du tout entrepreneuriaux, c'était pour le kiff. Après, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si j'arrive pas à vivre de ce produit, je vais arrêter un moment. En fait, mon impact, il va être limité. Parce que je vais le faire pendant un an et je vais m'arrêter. Et donc, ce qu'on a fait avec Karim, vraiment, c'est poser la question. Nous, ce qu'on veut, c'est faire ça à plein temps pour avoir le plus gros impact possible. Et si on veut être à plein temps, il faut qu'on soit rémunéré. Et donc, la question du business model, elle doit se poser tout de suite. Effectivement, ce que j'avais pas fait sur une touche d'histoire, par exemple, où j'ai eu 600 000 utilisateurs, ça m'a rapporté un peu des sous vite fait, mais à la marge. Et du coup, j'ai arrêté le projet au bout de 2 ans, en fait, parce que à un moment, il fallait bien que je vive et je ne pouvais pas passer 10 heures par jour sur le projet. Et c'est un truc, donc, ne pas avoir honte de vouloir se faire de l'argent avec son projet, parce qu'en fait, c'est en se faisant de l'argent qu'on va pouvoir en vivre et donc avoir un impact maximum. Moi, ça, c'est un truc où j'ai pas mal évolué là-dessus. Je suis très d'accord avec toi. Et j'incite tout le monde à faire comme Clara et à contacter son entreprise pour faire des défis. Donc, le prochain défi, c'est le 22 avril, c'est la journée de la Terre. Donc, soit vous faites les défis avec d'autres entreprises. Ils pourront participer d'ailleurs au défi de janvier, c'était très cool. Soit en interne à votre entreprise. Donc, voilà, contactez-moi. Si vous venez de la part de Mobilis, il y aura une réduction. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté. Je sais pas s'il y a Thomas qui essaie de lancer des trolls entre iOS et Android qui sont pas de la même qualité. Alors voilà, je vais pas rentrer là-dedans, mais quand même, c'était 25 jours sur iOS, 35 sur Android. Alors moi, je dis ça, je dis rien. Bravo, ouais. Ok, merci beaucoup Cédric pour le talk. Ouais, et je serai dispo, donc vous avez mon mail, et je serai dispo dans une salle si vous voulez venir parler. Cool. Je suis ouvert aux questions, tout ça, je me mettrai à l'extérieur. Merci pour le talk et surtout merci d'avoir accepté la clinique, c'est pas forcément simple et donc on a vu des super retours, donc pareil, encore merci Clara, Vincent d'avoir joué le jeu, d'avoir préparé tout ça en si peu de temps en plus, donc c'est top.